Alors, aujourd'hui on va parler des mutilations et on va regarder une vidéo qui s'appelle De Petits Rats, c'est comme ça que s'appelle cette youtubeuse, qui s'appelle Ces mutilations qui ne laissent pas de cicatrices, qui était dans mes suggestions YouTube. Donc j'ai décidé de regarder ça. Voilà, je pense que c'est tout. Du coup on va parler des mutilations et plus particulièrement de cette vidéo. Salut toi, si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois. On va en reparler dans cette vidéo au début parce que je pense que c'est plus utile que d'en parler à la fin. En ce moment je fais une promotion pour les gens qui ont le genre de problème dont je vais parler. Si tu n'as pas confiance en toi, que tu évites les conflits, que tu as du mal à dire non, que tu te sens pas bien dans ta peau parce que justement le fait de ne pas dire non ça t'épuise, t'es là pour les autres mais personne n'est là pour toi, il y a vraiment des relations qui ne vont que dans un sens et que t'as envie de te battre, t'as envie de sortir de tout ça, t'as envie d'apprendre à être un ou une guerrier ou guerrière, t'as envie de te sortir de cet état de je sais pas, où tout est figé quoi. Eh bien, en ce moment, alors que mon accompagnement de 3 mois dure 5 000 €, je propose des sessions de 2 heures pour changer ce problème spécifiquement, et d'autres évidemment, mais c'est celui-là qui revient le plus ces derniers temps. Donc ce problème spécifiquement en 2 heures, et ça ne coûte que 300 € par rapport aux 5 000 € que normalement je propose d'habitude, donc vraiment... il faut sauter sur l'occasion. Je ne propose ça que jusqu'au 31 mars pour aider vraiment les gens qui sont motivés et qui en ont réellement besoin. Particulièrement si tu as un business et que ton associé te marche sur les pieds à cause de ce genre de problématique, je pense que c'est quelque chose qui te bénéficierait. Ou alors si t'as des clients qui te marchent sur les pieds, ça aussi ça pourrait te bénéficier. Enfin voilà. Donc si t'as envie de profiter de cette offre, je peux vraiment t'aider à éradiquer ça, ce problème qui est un blocage inconscient, en 2 heures seulement avec un outil qui est génial, qui est l'hypnose. Je t'invite à me contacter directement sur Instagram en message privé. Dans le lien qui est dans la description. Voilà, donc on va regarder la vidéo. Hop, j'ai bien monté le son. Ton petit rat, ces mutilations qui ne laissent pas de cicatrices. Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder un sujet pas hyper joyeux dans cette vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder le sujet des mutilations, mais essentiellement des mutilations, disons, invisibles. Quand on parle de mutilation ou d'automutilation, souvent on a cette image de cette jeune personne, généralement adolescente, qui se scarifie avec des lames de rasoir sur les bras, les avant-bras ou sur les cuisses et qui prétend toujours et encore que c'est le chat qui les a griffés. Sauf que c'est clairement pas aussi simple que ça. Et moi, c'est un sujet qui me touche personnellement, puisque je me suis auto-mutilée d'une façon qui ne laisse pas de traces ou pas trop de traces visibles à l'œil nu. Et j'ai fortement l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui minimisent, voire qui invisibilisent ces mutilations-là. Pendant très longtemps... Alors, un petit mot sur le terme de mutilation. En psychologie, on parle de somatisation. Pourquoi ? Une somatisation, c'est transformer par le corps un mal de l'esprit. Donc, ça veut pas forcément dire se scarifier, hein, ça peut être plein de choses différentes. Donc, une somatisation, ça peut être involontaire, comme une crise d'eczéma, de psoriasis ou du zona par exemple. Tout ça, ça peut être des somatisations, tout comme ça peut être dans le cas de l'eczéma totalement une allergie et voilà, même si c'est souvent déclenché par le stress et l'anxiété. Et une somatisation, ça peut être complètement volontaire. Par exemple, j'ai une douleur psychique qui est telle dans mon cerveau, je ne sais pas comment la gérer, donc pour me soulager, je vais transformer ça en douleur physique et me frapper, me mutiler, voilà, et faire plein de choses de cet ordre-là. Donc on va écouter la suite pour en savoir un peu plus. Ma principale source de mutilation, c'était le sommeil.
l'alimentation et le fait de me frapper moi-même la nuit. En fait, le sommeil, pour commencer, pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, je ne fais pas du tout attention à mon sommeil, ou du moins largement pas assez. Mais pendant très longtemps, je pouvais très bien dormir 4 heures par nuit, toutes les nuits en période de cours. Pendant les vacances, je me décalais au point où quand j'avais 12 ou 13 ans, je m'endormissais à 6 heures du matin. Je me souviens, j'ai des souvenirs, notamment quand j'étais en 4e ou en 3e, donc j'avais 13-14 ans, où quand la voisine d'à côté partait travailler à 6 heures du matin, je me disais qu'il était peut-être temps que j'aille au lit, et donc du coup je baissais le volet. J'étais en train d'écrire et de regarder un film, donc j'enregistrais mon document, je mettais le film en pause et j'allais dormir. L'alimentation, ça... Donc les troubles du sommeil, c'est un des premiers sujets que moi j'ai traité avec l'hypnose quand j'avais un cabinet full-time et que voilà, c'était le truc que je traitais, un des trucs que je traitais le plus. Donc pour beaucoup de gens, le sommeil, ça n'est pas une forme de somatisation. Le sommeil, les troubles du sommeil, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de complètement involontaire. Et pour d'autres, il y a une norme. Par exemple, mon père est insomniaque, il dort 3 heures par nuit, et c'est pas quelque chose pour lui, c'est pas quelque chose qui le fait souffrir, il n'a pas un ralentissement psychomoteur ou ce genre de choses. Dans la journée, il fait des siestes de 10 minutes, et pour lui, tout va bien. Donc si vous faites ce genre d'insomnie, que vous n'en souffrez pas, a priori, si c'est pas handicapant et envahissant, ce n'est pas un trouble pour vous, c'est votre norme, donc pas besoin d'aller consulter pour ce genre de choses. Par contre, si vous en souffrez, que vous avez de l'anxiété autour de ça, que vous êtes fatigué, que ça commence à affecter votre santé, là c'est mieux d'aller voir un professionnel pour ça. Ensuite, s'empêcher de dormir, ça par contre, soit... On peut considérer ça comme une forme de mutilation, tout à fait. Et pour cette personne, pour Petit Rat, donc, ça fait partie de sa réalité. C'est-à-dire que cette forme de mutilation est une mutilation. Pour d'autres, c'est juste un trouble du sommeil, mais pour elle, c'est une forme de mutilation. Donc, c'est hyper important de légitimer sa réalité, de dire que c'est vrai, de dire que ça fait partie de sa réalité, et aussi de légitimer le fait que pour elle c'est une forme de mutilation, et elle s'en est rendue compte, et du coup maintenant elle va faire plus attention, enfin je l'espère, je le suppose, et du coup ça la soulage de savoir ça, parce que maintenant qu'elle connaît plus ou moins le diagnostic, qu'elle a mis un mot dessus, bah, elle va pouvoir y remédier, et ça c'est une bonne chose. Donc passons à autre chose. C'était, et d'ailleurs c'est encore toujours, une alimentation mauvaise. Mauvaise parce que je me souviens quand j'avais 12 ans, je me nourrissais à 70-80% de Kinder Bueno et de chips poulet rôti-thym. Alors, je vais mettre une petite nuance là-dedans, parce que y a beaucoup de gens qui sont neuroatypiques, qui me regardent, qui font partie de la neurodiversité. Dans l'autisme, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des néophobies alimentaires, c'est-à-dire que y a plein de troubles du comportement alimentaire, comme le pica. Le pica, c'est ingérer des choses qui ne sont pas comestibles, comme des pierres, ce genre de choses, pour s'alimenter. Il y a des troubles du comportement alimentaire dans l'autisme, et beaucoup d'autistes ont ce genre de troubles du comportement alimentaire où ils ne peuvent manger qu'un certain type d'aliments, de manière très stéréotypée. Enfin voilà, il faut que ça soit ritualisé, il faut que ça soit d'une certaine manière et ce genre de choses. Du coup, effectivement, ça, ce dont elle parle, ça ressemble énormément à ça. Donc si elle n'arrive pas à manger autre chose que ça, que autre chose ça la dégoûte, c'est une phobie alimentaire. Et les phobies alimentaires, par exemple, ça se traite très bien sous hypnose, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait
qu'on peut à laquelle on peut tout à fait remédier. Mais elle considère que c'est une mutilation. Donc elle fait, pour elle, exprès de manger des chips, poulet rôti et des Kinder Bueno. Pour elle, c'est son truc. Elle fait exprès de manger ça pour se sentir mal après, pour aller mal et convertir du coup, somatisée. Donc convertir cette douleur psychique en une douleur physique. Et en fait, ce qui est important là-dedans, ça n'est pas de dire ce que tu fais, ça n'est pas une mutilation, mais c'est une phobie alimentaire. Parce que même si c'est une phobie alimentaire, même si en tant que thérapeute professionnel, vous avez raison de dire ça, même si ça fait partie de votre réalité et que ça fait partie de la réalité scientifique et psychologique, pour elle, c'est une mutilation. Et c'est légitime de penser ça comme une mutilation. Parce que pour elle, elle se fait du mal en le faisant. Donc, c'est une mutilation pour elle, ça fait partie de sa réalité. Et c'est hyper important de la soutenir dans sa réalité. Pourquoi on peut lui apporter certaines précisions et lui dire ça ressemble à une néophobie alimentaire, est-ce que tu penses que tu peux t'identifier à ça, etc. Mais par contre lui dire ça n'est pas ça n'est pas une mutilation, c'est une néophobie alimentaire, ça c'est de la maltraitance. Ça c'est un comportement maltraitant. Pourquoi ? Parce que on nie ses émotions, on nie sa réalité. Et à partir du moment où on nie sa réalité, on est dans la maltraitance. Le fait qu'elle considère ça comme des mutilations, ça la soulage. Ça la soulage parce qu'elle se dit je vais pouvoir arrêter de faire ça et passer à autre chose. Si on nie ça, elle a plus cet accès à cette réalité-là. Du coup, elle a plus cet accès au fait d'aller mieux. Donc, on peut pas nier cette réalité-là. C'est pas possible. Si on le fait, on est dans de la maltraitance. Donc, il faut pas faire ça. Et le dernier truc, le fait de se frapper soi-même, j'ai pris vraiment des années à comprendre ça. Mais en fait, quand j'avais 12-13 ans, j'étais donc en 5e, 4e, je me réveillais le matin avec des bleus sur les jambes. Je faisais en sorte de pas trop me poser de questions parce que au fond de moi, je savais que si je me posais les bonnes questions, j'aurais trouvé ce qui allait pas et que j'avais pas envie d'entendre la vérité. Et en fait, ça, c'est très vrai. Mais c'est pas vrai seulement pour les mutilations. C'est vrai pour toutes les formes de trauma. Et comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a un continuum dans la psychologie. C'est une droite mathématique où il n'y a pas de début, où il n'y a pas de fin. Et dans le continuum, il y a une norme et tout ce qui est en dehors de la norme, il y a une petite partie où c'est les normes, tout ce qui est en dehors de la norme fait partie plus ou moins d'un trouble. Ok ? Dans ce continuum-là de mutilation, de trauma, quand on sent qu'on a un blocage inconscient et qu'on n'a pas accès au traumatisme, parce que si on a accès au traumatisme, on a trop mal, on peut soit faire comme elle et dire je sais qu'il y a un traumatisme mais je veux pas y accéder parce que je n'ai pas envie de passer à autre chose parce que ça fait trop mal, soit on peut faire comme moi je l'ai fait, et je l'ai fait de manière totalement inconsciente et involontaire. On peut aller directement dans le refoulement ou dans le déni. Soit il ne m'est pas arrivé de traumatisme, soit je ne sais carrément pas. Moi j'ai aucune idée que j'ai été traumatisée ou agressée pendant plus de 20 ans et je suis entrée dans un état de dissociation terrible. Et vraiment, et ensuite j'ai fait un retour du refoulé, c'est-à-dire que j'ai eu accès à mon traumatisme. Je me suis souvenue, je m'en suis rappelée et c'est là que je suis sortie et que j'ai dû traverser le traumatisme. Et pourquoi est-ce que ce mécanisme de défense-là, il existe ? Pourquoi est-ce que c'est là le fait de nier qu'on a mal ou alors le fait qu'on ne veuille pas y penser? Pourquoi ? Parce que c'est incroyablement douloureux de traverser un trauma. Et les gens qui ont subi un traumatisme savent que, ou une situation douloureuse, savent que il n'y a pas de moyen de détourner le trauma. Pour se remettre d'un trauma, il faut passer à travers. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça. Donc, ce qu'elle fait, je dis pas que c'est la bonne chose à faire ou quoi que ce soit, je dis juste que, voilà, dans sa réalité,
c'est comme ça que ça se passe. Elle sait que c'est extrêmement douloureux de passer à travers. Du coup, elle n'y pense pas. Et elle a raison. Elle a raison parce que peut-être qu'elle n'est pas assez en sécurité pour se sentir, pour traverser ce trauma-là. Peut-être qu'elle est trop fragile psychologiquement en ce moment pour passer à travers ce trauma-là. Donc il faut, en tant que thérapeute, en tant que professionnel, en tant que gens qui encadrent des personnes qui souffrent, c'est hyper important de légitimer ça et de leur dire que quoi qu'il arrive, que les gens soient, de leur laisser le temps en fait, leur laisser le temps, l'espace, la sécurité de se sentir prêt à traverser le trauma. Parce que souvent, et surtout dans les cas où on accompagne quelqu'un en hypnose, par exemple, comme moi je fais, si je lui dis bon, t'as pas envie de t'en souvenir, mais on va quand même faire de l'hypnose, on va quand même accéder aux souvenirs traumatisants, et puis tu vas traverser le trauma. Si je fais ça, là encore je suis dans le cadre d'une maltraitance. Là je suis maltraitante si je fais ça. Parce que clairement elle est pas prête à le faire. Clairement elle se sent pas... elle sait que ça fait trop mal, du coup elle va pas le faire. Et du coup si je l'oblige à le faire, c'est clairement de la maltraitance. Donc il faut pas faire ça non plus. Il faut rester à l'écoute du rythme de la personne qu'on accompagne et lui laisser la place de pouvoir traverser ce traumatisme à son rythme, parce que sinon c'est extrêmement maltraitant quoi. Avec le temps, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de bleus sur les jambes et que aujourd'hui j'en ai peut-être un de temps en temps et j'étais en mode genre attends, aujourd'hui j'ai 21 ans, j'ai un bleu sur le corps toutes les 2 semaines, un truc du style. Souvent je sais pourquoi je me les fais, mais quand j'avais 12 ans, j'avais 10 bleus sur les jambes et je me cognais pas plus qu'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai eu comme cette voix intérieure qui m'a dit c'est à cause de ça. Voilà, donc ça on est clairement et typiquement dans un cas de retour du refoulé. C'est-à-dire qu'elle a refoulé complètement le souvenir d'avoir eu des bleus sur le corps pendant très 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 longtemps, certainement parce qu'elle n'était pas en sécurité à ce moment-là, parce qu'elle était trop vulnérable, etc. etc. Et du coup, elle s'en est souvenue beaucoup plus tard, quand elle était en sécurité, en se disant, voilà, maintenant je suis assez en sécurité, l'inconscient a dit maintenant je suis assez en sécurité pour me souvenir que je me mutilais quand j'étais enfant, et du coup je vais me souvenir de ça. Donc ça c'est un cas vraiment très intéressant de retour du refoulé, et elle en parle de manière très naturelle, et c'est fascinant. Aujourd'hui, les répercussions par rapport au fait de me frapper moi-même pendant la nuit, j'en ai aucune. Par contre, au niveau du sommeil et de l'alimentation, j'ai une santé extrêmement fragile. Vraiment, vraiment extrêmement fragile. Je dors parfois 7 heures par nuit, je suis hyper fatiguée. Pour vous dire, on en est arrivé à un point où aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, je viens de terminer mon premier semestre de l'année, de l'école. Et j'ai terminé aux urgences le dernier jour des partiels. Au niveau de l'alimentation, forcément, quand on se nourrit... Pourquoi elle passe ça Ça devait être un peu trop douloureux d'en parler, je pense. Et c'est une information hyper importante, quand même. C'est hyper important d'être tellement épuisée à la fin de ses partiels qu'elle a dû aller aux urgences. C'est hyper important de savoir ça, non seulement pour elle, mais aussi... pour, je l'espère, les gens qui l'accompagnent, parce que j'espère qu'elle est accompagnée de toutes mes forces, parce que, et si elle est bien accompagnée, j'espère qu'elle est aussi bien accompagnée, parce que c'est un cas, si elle me regarde, si tu me regardes, je suis désolée de t'appeler un cas, mais je préfère me distancer, parce que pour moi aussi c'est difficile de regarder ce genre de choses. C'est un cas qui peut être très facilement traité. C'est-à-dire qu'on peut traiter les troubles du sommeil assez facilement, on peut l'aider à réintroduire dans son alimentation des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus nourrissantes, et faire en sorte que ces néophobies alimentaires elles disparaissent. Enfin, maintenant qu'elle est consciente qu'elle est sortie du refoulement, et qu'elle est plus ou moins en sécurité, parce que si elle est capable d'en parler, c'est qu'elle se sent en sécurité. Maintenant qu'elle se sent en sécurité et qu'elle est consciente, on peut tout à fait
mettre en place des choses hyper faciles, hyper rapidement. En plus, elle est jeune, donc la plasticité neuronale marche beaucoup mieux que chez quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. Enfin bon, bref, ça c'est à voir. Mais en tout cas, j'espère qu'elle est bien accompagnée parce que c'est assez facile de mettre en place des choses. Je veux dire, par exemple, en 3 mois, moi c'est sûr qu'à la fin, elle peut sortir de son état de torpeur comme ça et de souffrance, et elle sera plus jamais obligée d'aller aux urgences à la fin de ses partiels, tellement elle est épuisée. Ça c'est clair et net. Voilà. Donc j'espère qu'elle est bien encadrée parce que c'est maintenant qu'elle est consciente, c'est hyper facile de remettre en place des bonnes habitudes dans sa vie, et j'espère qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant, quoi. Essentiellement de choses qui ne sont pas nourrissantes, qui ne nous apportent pas les protéines nécessaires, qui ne nous apportent pas les glucides nécessaires, etc. On devient faible physiquement. Non seulement on a du mal à suivre au niveau sportif, on s'essouffle vite. Forcément aussi pour tenir toute une journée entière, nos réserves s'épuisent vite. Et c'est dur en fait de tenir en forme toute une journée. Au bout d'un moment, il y a une baisse, un pic à l'inverse, un creux, voilà. Il y a un creux d'énergie dans la journée, c'est très dur de continuer après, et en fait on se fatigue beaucoup plus vite, vraiment beaucoup plus vite que les autres personnes. Les gens ne soupçonnent pas que oui, on peut aussi se mutiler en mangeant des pâtes tout le temps et en dormant 5 heures par nuit. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des propos vraiment blessants. Du type, bah oui, bah moi aussi je me suis endormie à 2h du matin aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois, t'es pas la seule, et pourtant bah moi je suis là, et puis bah oui je suis fatiguée, mais bon voilà. Ouais, mais moi je comprends pas, pourquoi est-ce que tu te couches pas plus tôt, pourquoi est-ce que tu manges pas mieux, pourtant c'est simple. Ouais mais gueule, c'est peut-être simple pour toi, mais pas pour moi, toi et moi on est différents, on vit pas les mêmes choses. Et parfois aussi la question de, mais pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas, elle peut très bien être pas du tout méchante et très sincère, en mode genre vraiment au premier degré, genre s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu n'y arrives pas, parce que moi j'y arrive, c'est facile pour moi, donc je n'arrive pas, enfin, vu que je ne sais pas, je ne suis pas concernée, je n'arrive pas à comprendre et j'aimerais comprendre. En fait, même cette question-là peut être extrêmement blessante, parce qu'on nous la pose tellement tout le temps en mode justifie-toi, ou alors en mode oui, bon, c'est simple quoi, que à force, la question en elle-même devient blessante, qu'elle soit posée de manière sincère ou non, qu'elle soit posée de manière méchante ou non, qu'elle soit posée... Et puis ça peut être blessant, tout simplement parce qu'on n'a pas la réponse. Il y a des gens qui n'ont pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi je me mutile, je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas un sommeil régulier, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à manger de manière saine, je ne sais pas pourquoi. Et ça s'appelle un blocage inconscient. Et questionner quelqu'un sur un blocage inconscient, ça ne sert à rien, puisque le blocage est inconscient. On peut poser les questions et s'attendre à ce que, parce que la personne va essayer d'y répondre pendant plusieurs semaines, la réponse émerge de manière inconsciente. On peut s'attendre à ça, mais en tant que thérapeute, pas en tant qu'ami. En tant qu'ami, si vous avez quelqu'un qui se mutile ou qui souffre de troubles du comportement alimentaire ou qui a ce genre de choses, la seule chose que vous pouvez offrir, c'est pas votre avis, parce qu'on vous l'a pas demandé, c'est votre soutien inconditionnel. Et c'est ça qu'il faut offrir à ce genre de personnes. Donc faites-le. De manière en espérant une réponse derrière ou non. Et surtout, les gens ne peuvent pas s'empêcher, quand on leur explique vraiment pourquoi, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous donner des conseils du style, mais tu sais, tu devrais mettre, je sais pas, par exemple pour le fait de se coucher, moi il faudrait... Exactement, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. On s'en fout de votre avis. Même en tant que thérapeute, enfin je veux dire, si elle vient me voir et qu'elle me dit je me sens pas bien, etc., il m'arrive ce problème-là, etc., je ne vais pas lui donner des conseils pour aller mieux si elle ne me le demande pas explicitement. Si ce qui lui fait aller mieux, c'est un soutien, c'est ce que je vais lui offrir. Ça n'est pas une méthode pas à pas pour mieux dormir. Parce qu'elle est très intelligente et je suis sûre qu'elle le sait déjà. Donc, elle n'a pas besoin que je lui donne ce genre de conseils. Ce qu'elle veut, c'est qu'on la soutienne et qu'on lui dise qu'elle va y arriver. Et c'est tout ce dont on a besoin, les uns avec les autres. Donc,
Et aussi avec l'hypnose, l'inconscient fera son travail si jamais, si jamais je la suis. Mais en tout cas, ouais, ça ne sert à rien de donner son avis. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez ce que je pense des avis dans les commentaires. Allez! Je me couche à 22h ou à 21h tous les soirs, quoi. Mais les gens vont se permettre de faire du style, mais t'as déjà essayé de faire de la méditation, éteins tes écrans 2 heures avant de coucher, crée un rituel le soir, du style mange, va à la douche et ensuite couche-toi, essaye de te mettre un réveil. Et en fait, t'es en mode mec, ça fait 10 ans que j'ai ça, tu crois pas que j'ai déjà pas tout essayé? C'est pas toi qui n'as jamais vécu cette situation qui peut m'aider, genre... Enfin, ne viens pas m'expliquer des choses que tu ne connais pas, que tu maîtrises pas et que tu n'as jamais pu tester. Exactement, sur je ce, like. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir fait C'est passer un message. Top. Ben voilà, c'est super. Si jamais vous avez d'autres vidéos comme ça de témoignages de personnes qui ont des troubles, mettez-les en commentaire pour que je puisse les commenter et réagir à ça. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue sur les mutilations qui laissent pas de cicatrices, comme se mutiler avec le sommeil, se mutiler avec l'alimentation et ce genre de choses. Et ouais, je pense que les plus démunis, la plus démunie, évidemment c'est elle qui souffle le plus, mais il y a plein de gens dans son entourage qui peuvent être extrêmement démunis face à ça. La seule chose que vous puissiez faire, c'est donner votre soutien. Et ne donnez pas votre avis. Votre avis, elle s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Et voilà, donc c'est cool. Ok, super. Bon, bah si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire et partagez-la sur vos réseaux sociaux, comme ça elle sera mieux référencée. Je suis hyper contente, je crois que j'ai jamais dit dans une de mes vidéos, mais ça y est, on est 1000 sur ma chaîne, putain je suis trop contente, c'est trop bien, et merci de votre soutien. Et si vous avez envie de parler de mes coachings et d'être accompagné par moi, il y a le lien vers mon Instagram, parlez-moi en message privé et j'essaierai de vous aider au mieux. C'est tout. Allez, bisous.